Aujourd'hui, nous allons démarrer le cycle de 3 conférences sur les grands sophistes grecs. Alors c'est un sujet qu'on avait plus ou moins abordé de manière tangentielle, je pourrais dire, puisqu'on a déjà beaucoup parlé des présocratiques. Bon. Parménide, Héraclite, Thalès, on connaît ça par cœur. Presque. On a évidemment beaucoup parlé de Socrate, de Platon, d'Aristote, enfin les grands de la philosophie classique, les grands grecs de la philosophie classique. Et il est vrai qu'on avait évoqué les sophistes, notamment quand on a étudié certains dialogues de Platon. Mais on ne l'avait jamais traité en tant que tel. Et il faut reconnaître que c'est une aventure intellectuelle, politique, sociale, métaphysique aussi, qui se joue. Absolument extraordinaire, tout à fait passionnante à étudier et à approfondir, et qui se joue à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est loin, 5e siècle avant Jésus-Christ, et ses contemporains des derniers présocratiques, on va le voir, et ses contemporains des grands philosophes classiques, Socrate, Platon, Aristote. Donc on est dans une période vraiment bouillonnante pour le monde occidental, et compte tenu des répercussions aussi que cette pensée sophiste ou sophistique va avoir sur la suite, il m'a semblé intéressant de l'étudier plus en profondeur, surtout qu'aujourd'hui, vous allez voir, dans notre quotidien, notre actualité, il y a plein d'éléments qui font écho. C'est pas loin dans l'espace et le temps, c'est très actuel. Très très actuel. Et on parlait tout à l'heure du monde virtuel, des réseaux sociaux, des technologies de pointe, des smartphones et autres. Tout ça a à voir aussi avec cette pensée des sophistes. Donc, qui étaient les sophistes? Parce qu'en fait, ils ne sont pas très très connus. Je vous en ai indiqué quelques-uns au tableau. Protagoras, donc on va étudier aujourd'hui, Gorgias, qu'on va étudier la semaine prochaine, Hippias, dans 15 jours. C'est les 3 grands qu'on va étudier plus en profondeur. Mais il y en a beaucoup d'autres. Prodikos, Critias, même si le statut de sophiste de Critias est pas toujours bien prouvé. Calliclès, Antiphon, bref, ça c'est les plus importants, il y en a d'autres, et puis tous ces grands sophistes ont eu plein de disciples. Donc c'est un mouvement important qu'on ne peut absolument pas négliger. Alors, ces sophistes, il y a plusieurs appellations. Ce sont des sages, en tout cas leur nom, sophiste, on le verra, c'est quand même relié à Sophia, la sagesse. Ce sont des professionnels de l'éloquence, des professionnels de la rhétorique et de l'éloquence. Ce sont des professeurs itinérants, ça c'est une des grandes caractéristiques de ces sophistes. Ils bougent, ils se déplacent de ville en ville pour enseigner. Ce sont des spécialistes aussi de la persuasion,
hein, ils vont passer maîtres dans l'art de la persuasion. Certains diront de la manipulation. Hein? Il n'y a pas de loin, la persuasion, la manipulation des esprits. En tout cas, des provocateurs, sûrement. Des rebelles, certainement aussi. Hein? Et donc, ils sont un petit peu de tout cela. C'est difficile de leur donner une seule étiquette, mais ce sont en tout cas, pour les plus grands, les plus célèbres, des esprits affûtés et qui vont avoir un rôle important. Alors, ils témoignent, ces sophistes, je vais faire une petite introduction générale hein, sur les sophistes, avant de passer à Protagoras. Ils témoignent d'une époque de crise et de renouvellement de la pensée. À Athènes et dans le monde grec à cette époque, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des guerres, des envahisseurs étrangers qui sont aux frontières. Bref, c'est une période très mouvementée. Et donc, une période de crise, de renouvellement, et il y a beaucoup de sujets qui donnent à réfléchir, tant évidemment aux sophistes qu'à ceux qui vont asseoir, poser les fondements de la philosophie grecque classique. Entre autres, le statut de la vérité. Le statut de la vérité et de la connaissance. Existe-t-il une vérité? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que la connaissance? Que peut-on connaître? C'est des questions qu'ils vont revisiter, qu'ils vont poser. Que peut-on connaître? Kant, au XVIIIe siècle, va reposer la même question. Il faut dire que les questions qui sont posées à ce moment-là sont vraiment les fondements de la philosophie occidentale, qu'on va retrouver jusqu'à nos jours. C'est pour ça que ces gens méritent quand même d'être étudiés, parce que tout y est déjà. Donc le statut de la vérité et de la connaissance, on va le voir évidemment avec Protagoras et aussi Gorgias la semaine prochaine. Quid de la liberté de penser et d'expression? Peut-on tout penser? Peut-on tout dire, tout exprimer? Y compris sur des sujets comme les dieux. Peut-on dire que les dieux n'existent peut-être pas? Bon, ils vont se le permettre, ça. Et ça, c'est très nouveau. Donc, liberté de pensée, liberté d'expression. L'importance de l'éducation, un autre grand thème qu'ils vont aborder. Entre autres, on le voit dans les dialogues de Platon, la vertu, peut-elle s'enseigner? La vertu s'apprend-elle ou pas? L'importance de la persuasion. Est-ce que quand on persuade un auditoire, est-ce qu'on a forcément raison? Est-ce qu'on est dans le vrai? Ou est-ce qu'on est dans le simulacre? Le bonheur, la question du bonheur aussi. Est-ce que c'est la seule technique qui va apporter le bonheur à l'homme, ou a-t-il besoin d'autre chose? A-t-il besoin d'une transcendance? D'un plan qui lui est peut-être inaccessible, mais en tout cas supérieur? Ou est-ce que l'homme peut se contenter d'un bonheur matériel? Autre question. Le rôle du politique par rapport à la nature humaine. Est-ce que le politique est là pour développer, accomplir la nature humaine? Ou bien est-ce qu'elle est là, la politique ou le politique, pour contraindre la nature humaine? Qu'est-ce qu'on entend par la nature humaine? Bon,
plein de questions auxquelles les philosophes occidentaux, mais aussi d'autres ères, vont réfléchir, et dont on n'a pas aujourd'hui de réponse définitive, puisque c'est toujours à remettre sur le tapis. Donc c'est tout ça, toutes ces questions qu'on va évoquer avec les sophistes grecs, et ils vont nous permettre aussi de comprendre le rapport qu'ils ont avec ceux qui vont poser les grands principes de la philosophie classique. J'entends Socrate, Platon, Aristote. Puisque les questions posées par les sophistes vont en quelque sorte les titiller ou les émoustiller, en tout cas les stimuler pour aussi mieux expliquer la différence qu'ils ont avec eux. Et la spécificité platonicienne ou aristotélicienne va se comprendre aussi par rapport aux affirmations souvent provocatrices des sophistes. Donc on dit souvent que les sophistes vont être critiqués par Platon, Aristote, Socrate. C'est vrai, mais pas seulement. Notamment par rapport à Protagoras, qui est un sophiste que Platon respectait et admirait profondément. Ils vont être en bataille par rapport à un certain nombre d'idées, mais il y a un respect mutuel qui va s'instaurer. Donc ce n'est pas simplement un conflit ou un affrontement. C'est plus complexe que ça. Alors, ce qui est aussi très étrange avec ces sophistes, un peu comme avec les présocratiques, c'est que leur apparition est tout aussi mystérieuse que celle des philosophes présocratiques. Ils arrivent tous à peu près au même moment, dans un espace assez resserré, un petit peu comme les présocratiques surgissent, on ne sait pas trop d'où, sur la côte ionienne, et ensuite vont se translater vers Athènes. Pour les sophistes, ils viennent, on le verra, de plusieurs cités grecques, mais on va tous les retrouver à Athènes. Ils sont reçus en grande pompe chez les aristocrates d'Athènes, et on va les trouver donc dans un espace-temps aussi très limité. Ce qui pose toujours la question de pourquoi. Pourquoi les présocratiques arrivent-ils tous à ce moment-là? Pourquoi les sophistes? Tout ça se passe dans un espace-temps très limité. Il y a des mystères comme ça. C'est comme à la Renaissance italienne. Pourquoi à Florence? Pourquoi dans un laps de temps très court? Il y a comme ça des grands esprits qui vont vraiment apporter de quoi réfléchir pendant plus de 2000 ans quand même. Plus de 2500 ans. C'est pas mal, On aimerait bien aujourd'hui avoir des esprits, de grands esprits pareils. Peut-être il y en a. Il faudra revenir dans 3000 ans. Oui, peut-être. Bon, on les cherche un peu, mais... Hariri, ah oui, il est à la mode. Ouais. Alors, donc... Tous ceux que l'on connaît encore aujourd'hui vont se retrouver à un moment donné à enseigner à Athènes. Et c'est donc dans cette ville qu'on va les retrouver, cette ville dédiée à la déesse Athéna, qui est la déesse de la raison, de l'intelligence, et qui est évidemment Athènes, la capitale du monde philosophique et culturel grec de l'époque. Et donc, pour bien situer, je rappelle, ces sophistes, ils sont contemporains des derniers présocratiques comme Anaxagore, Parménide, Zénon d'Élée, qui est le principal disciple de Parménide. Donc, contemporains des derniers présocratiques et contemporains de Platon et d'Aristote, puisqu'ils vont se succéder sur un siècle à peu près de temps. Alors, c'est dans son dialogue qui s'intitule justement Protagoras
ce qui dit beaucoup sur l'importance des sophistes dans la pensée de Platon, que Platon nous raconte l'exaltation que provoquent ces sophistes à Athènes, notamment auprès de la jeunesse, on dirait aujourd'hui la jeunesse dorée, jeunesse aristocratique, qui va les écouter et est fascinée par leur discours. Au début du dialogue, donc Protagoras, Socrate, donc Platon par la voix de Socrate, raconte comment, au petit jour, à l'aube, un jeune homme surgit chez lui, chez Socrate. La nuit dernière, de grand matin, Hippocrate, fils d'Apollodore et frère de Phason, donnait dans ma porte des coups violents de son bâton. Quand on lui eut ouvert, il se précipita à l'intérieur en criant de toutes ses forces. « Es-tu réveillé, Socrate ? Où dors-tu » Je reconnus sa voix et je lui dis « C'est toi, Hippocrate ? Quelle nouvelle m'apportes-tu » ? « Rien de fâcheux, dit-il, rien que d'excellent. Ta nouvelle sera donc la bienvenue, mais de quoi s'agit-il et pourquoi cette visite si matinale ? Pour Protagoras est ici, lui répond Hippocrate. Donc, tout excité, Protagoras est ici, me dit-il en s'arrêtant près de moi. Et donc, on sent le jeune homme tout essoufflé, tout excité. Il veut devenir disciple de Protagoras. Et il amène aussitôt Socrate auprès des sophistes, qui résident dans la maison du riche Callias, qui leur ouvre grandement ses portes, qui est membre d'une des plus grandes familles nobles d'Athènes. Et là, on voit plusieurs sophistes qui sont chacun entourés d'une foule d'admirateurs, d'une foule d'élèves ou de disciples. Alors, il y a d'abord Protagoras, le fameux Protagoras, qui est en train de se promener dans le vestibule, accompagné de disciples, dont beaucoup sont étrangers, et que Protagoras entraîne à sa suite, dit-il, hors de toutes les villes qu'il traverse, les tenant sous le charme de sa voix comme un nouvel Orphée. Donc voilà, là il y a une mise en scène qui est très suggestive dans cette belle maison, ces sophistes qui sont donc entourés d'admirateurs et qui les suivent en fait de ville en ville et qui se retrouvent là pour un temps à Athènes. Dans la même maison un peu plus loin, il y a Hippias. Alors lui, il est assis sur un siège élevé avec tout un groupe de disciples assis sur des bancs. Hippias parle de choses célestes et répond à toutes leurs questions. Ça, c'était, on le verra, une des caractéristiques d'Hippias qui disait « Posez-moi n'importe quelle question, j'y répondrai ». Parce qu'il était censé tout savoir, sur tout. C'est pas mal. Un esprit encyclopédique. Et dans une autre pièce, voici Prodikos, mais dont les paroles restent indistinctes. Donc là, Platon nous met en scène, ce qui était très fréquent à l'époque, c'est une rencontre de sophistes, chacun avec ses élèves, ses admirateurs, ses gens qui les suivent. Et donc toute la jeunesse aristocratique d'Athènes se presse pour entendre ses maîtres. Et ce que explique Platon, c'est que ce n'est pas un phénomène simplement de mode. C'est quelque chose, cet apport des sophistes, qui va modifier en profondeur, vraiment en profondeur, la pensée philosophique antique. Ils vont exercer une influence profonde et durable. Et contrairement à ce que beaucoup de spécialistes de la philosophie grecque disent, moi je pense, très humblement, que en fait, les sophistes ne sont pas tellement à réhabiliter, parce que de mon point de vue, ils ont gagné la bataille. Même s'ils ne sont pas connus, disons que depuis au moins 2-3 siècles,
nous sommes en plein environnement sophistique. Mais ça, on va essayer pas de vous persuader, on va essayer de réfléchir sur le sujet. Alors, le terme sophiste, parce qu'il est vrai que dans le langage courant, aujourd'hui, c'est pas très flatteur de dire de quelqu'un c'est un sophiste. Ça veut dire qu'il fait des tautologies, en fait, il parle un peu pour ne rien dire, ou pour manipuler, ou pour faire plein de raisonnements jolis, beaux en apparence, mais un peu creux. C'est le terme courant aujourd'hui. Oh, c'est un sophiste. Bon, dire que soit il veut nous en mettre plein la vue, soit derrière une belle apparence des mots, il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Alors, ce terme sophiste vient du mot grec ancien sophistes, sophistes, qui a la même racine que sophia, la sagesse. C'est pour ça qu'on appelait aussi ces gens les sages. Être sophiste, c'est détenir un savoir, au moins un savoir, ou une certaine sagesse. Il désigne donc comme le sophos, parce que la racine est la même, le savant, le sachant, aujourd'hui, le savant, le sage. Désigne donc avant tout celui qui sait. Mais déjà dans les œuvres antiques, il y a derrière ce mot un peu la notion d'habileté, d'une intelligence un peu rusée. Ingénieux. Donc le sophiste est celui qui va faire un usage public de son savoir et il se place souvent par son intelligence et son éloquence au-dessus de ses contemporains. C'est pour ça que, à part Protagoras, qui un peu à part, les autres, en général, s'enorgueillissent publiquement de tout le savoir qu'ils ont, et de pouvoir improviser sur n'importe quel sujet. Alors, donc, un savoir incontestable, le fait d'en faire un usage public, le problème qui se pose dès l'Antiquité, dès leur époque, c'est pour quelle finalité ? Parler, bien parler, super, savoir beaucoup de choses, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Et donc, dès leur époque, cette profession de sophiste suscite des sévères critiques. Et pas simplement des philosophes, mais aussi une population qui ne comprend pas bien où ils veulent en venir. Donc, il est vrai que Platon et Aristote vont jouer un rôle important dans ce discrédit, entre guillemets, des sophistes, mais pas seulement. Ils font l'objet de critiques parce qu'ils vont apporter un certain nombre de caractéristiques, en tout cas ils vont se caractériser par un certain nombre de choses qui sont novatrices et qui ne plaisent pas forcément. Alors, quelles sont les caractéristiques communes qu'on attribue, qui sont le fait des sophistes ? D'abord, en premier lieu, ça c'est souvent dit par Platon et Aristote aussi, les sophistes font du savoir et de sa transmission une profession et pas un loisir. C'est leur profession. Et donc, quand on a une profession, on se fait payer. Donc, une des grandes caractéristiques des sophistes, et ça c'est totalement nouveau, c'est qu'ils font payer leur enseignement, et parfois fort cher.
Aucun des philosophes connus ou les créateurs d'écoles, hein, Platon, Aristote, Épicure, hein, ne faisait payer son enseignement. Il était ouvert, hein, largement, et il était bénévole, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y avait pas de question d'argent. Ce que les sophistes apportent en tant que professionnels du savoir et de la transmission, c'est qu'ils font payer leur enseignement, leur formation est rémunérée. Et ça n'existait pas avant, et ça, c'est l'objet de beaucoup de critiques. Le fait de demander un salaire régulier en échange de son enseignement. Ensuite, deuxième caractéristique, les sophistes dispensent leur enseignement à un public choisi. C'est pas leurs conférences ou leurs exposés ne sont pas ouverts largement à tous. Un public choisi, soit à des individus qu'ils choisissent ou qui sont choisis par eux, des cours individuels, soit à des assemblées, mais qui sont quand même triés sur le volet, chez justement ces aristocrates, ces grands nobles d'Athènes. Donc, il y a plusieurs formes de transmission. La plupart du temps, ils déclament des discours rédigés à l'avance. Donc ils écrivent leurs discours et ensuite ils vont les donner, quand ce sont des assemblées, bien entendu. Ils procèdent aussi par questions-réponses avec leur public, avec leur auditoire. Et parfois, ces dialogues peuvent prendre l'aspect de joute oratoire, où il s'agit vraiment de persuader, de convaincre, et il y a même des spécialistes de l'improvisation, dans le fameux Hippias. Donc aujourd'hui, ce qui a un certain succès, les ligues d'improvisation, dans un certain nombre de quartiers, ça fonctionne bien. Ces ligues d'improvisation où on donne un sujet et puis il faut improviser, eh bien, ces ligues ne savent pas forcément qu'ils descendent des sophistes, mais il faudrait le leur dire, puisque c'est les premiers à instaurer cette discipline. Troisième caractéristique, ces enseignants sont tous des professeurs itinérants. Même si là, on les retrouve à Athènes pour un moment, ils bougent, et c'est bien parce qu'il leur faut gagner leur pain, qu'ils vont de ville en ville pour enseigner, et il y a toujours sur place des gens qui leur préparent ou qui leur rassemblent un auditoire choisi. Donc la plupart des sophistes sont des étrangers, en fait, ne sont pas d'Athènes, mais leur renommée fait qu'ils vont être invités assez souvent à Athènes. Ils se distinguent par leur capacité à pouvoir discourir de tous les sujets, et ils ont de grandes qualités, évidemment, de rhétoriciens. Ce sont des gens qui connaissent le pouvoir de la parole, du logos, en tant que parole, et qui s'en sont faits des spécialistes, à tel point que certains sophistes vont apprendre à leurs élèves à pouvoir défendre n'importe quelle cause, ou de défendre coup sur coup le pour et le contre d'une affirmation. C'est de pouvoir être aussi habile pour défendre une cause que pour l'attaquer. C'est-à-dire c'est là vraiment un travail sur la forme et la puissance du langage et du dire. Et comme on le verra, quant au fond, c'est quelque chose qui peut apparaître secondaire par rapport à la puissance de la forme rhétorique. Je veux citer personne, mais certains avocats aujourd'hui pourraient se dire les dignes disciples des sophistes. J'aime beaucoup les avocats, mais
le fait de se dire toute cause peut être défendue avec la même conviction. Hein, donc, on leur apprend à soutenir avec la même conviction, la même force, n'importe quelle thèse. Alors, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est la période où s'instaure à Athènes ce qu'on appelle la fameuse démocratie athénienne, hein, démocratie directe, où tout citoyen, s'il n'est pas ni métèque, ni femme, ni esclave, peut avoir des responsabilités. Et donc, c'est un moment où le fait de savoir parler devant des auditoires ou de pouvoir défendre sa cause devant des tribunaux, enfin bref, les occasions de parler en public sont de plus en plus nombreuses. Et évidemment, les sophistes sont concomitants de cette nouvelle pratique politique, puisque n'importe qui peut avoir à défendre sa cause devant un tribunal, n'importe qui peut faire partie de cette assemblée qui gère la cité. Donc il y a un besoin, évidemment important à ce moment-là, dans la cité d'Athènes, de savoir parler et de savoir remporter, disons, de savoir persuader le public auquel on s'adresse. Donc, tout citoyen qui veut exercer une charge publique, eh bien, va naturellement s'adresser aux sophistes pour être formé dans ce domaine. Autre caractéristique intéressante, c'est que le sophiste n'a pas une matière définie à enseigner. Il enseigne le savoir, et il transmet son savoir, mais certains vont s'intéresser à plein de choses. À l'astronomie, aux mathématiques, à la science, à la physique. Bon. Et d'autres, pas du tout. Ils vont s'intéresser essentiellement au discours, à la rhétorique, à l'éloquence. Il y a une très grande variété de ce point de vue d'intérêt chez les sophistes. C'est pour ça que on dit les sophistes. Chacun est un cas particulier. Même si aujourd'hui on parle de la sophistique, c'est-à-dire de la discipline qui va naître de ces sophistes, mais ils sont très différents les uns des autres, et ça se voit aussi au niveau politique, où ils vont avoir des choix politiques très différents. Certains vont défendre la démocratie, d'autres vont défendre le régime aristocratique, d'autres, comme même Antiphon, va être à l'origine d'un coup d'État pour restaurer l'aristocratie. Il sera finalement tué. Enfin, donc, il n'y a pas d'homogénéité chez ces sophistes. Ce n'est pas un ensemble homogène. Chacun est une personnalité vraiment à part. Donc, pas de matière définie enseignée, ni un cursus d'études à proposer. C'est très personnel, la relation du sophiste avec ses disciples. Et le sophiste doit surtout faire la démonstration de l'utilité et de la puissance politique de la rhétorique. Il doit convaincre que la rhétorique, l'éloquence, le savoir-parler est la chose la plus importante du monde. Alors, ces sophistes, ils n'ont pas été simplement des savants ou des professeurs de rhétorique. Ils ont rédigé beaucoup d'œuvres. Ils ont beaucoup écrit, des œuvres considérables sur beaucoup de sujets. Je vous les ai un peu énumérés tout à l'heure. Et donc, on ne peut pas les considérer simplement comme des maîtres d'éloquence, mais aussi des maîtres à penser. Alors, le problème que l'on rencontre, c'est qu'on a pratiquement tout perdu de leurs œuvres. C'est comme pour les présocratiques. On a des bribes, on a des fragments, on a
pour Protagoras 2 phrases. 2 phrases. 2 phrases. 2 phrases. Et sur ces 2 phrases, il y a des milliers et des milliers de pages qui ont été écrites. Et encore aujourd'hui. Oui, c'est pas long, hein, se rappeler, vous allez voir. Pour Gorgias, il y a un peu plus. On a retrouvé un peu plus. Et pour Hippias, 1 phrase. Donc, je vous laisse deviner le travail d'exégèse et d'interprétation fait à partir de ces phrases. Donc, heureusement que nous avons les dialogues de Platon, parce que ça, c'est quand même un miracle, hein, d'avoir... on pense à peu près l'intégralité de l'œuvre de Platon, la reconstitution des cours et des écrits d'Aristote, pour en savoir un peu plus sur ces sophistes, parce que s'il fallait ne compter que sur ce qui nous reste, ce serait un peu trop. Alors, ces sophistes grecs ont fait l'objet, donc je disais, dès leur époque de critique, et ils n'ont pas été aidés, franchement pas, par leurs disciples, qui ont, la plupart du temps, caricaturé la vision de leur maître, et qui sont à l'origine, ça aujourd'hui à peu près tout le monde est d'accord, sont à l'origine du discrédit de la pensée des sophistes, de la pensée de leur maître. C'est pas eux-mêmes, même s'ils ont été critiqués de leur vivant, qui sont à l'origine de ce discrédit, donc de cette méfiance vis-à-vis des sophistes, mais leurs disciples, qui ont caricaturé à l'extrême, par exemple, le fait de soutenir n'importe quelle thèse, de vraiment manipuler les auditoires avec leurs arguments. Ce ne sont pas eux c'est des grands esprits, mais la suite n'était pas au niveau. Et donc c'est pour ça que pendant pas mal de siècles, on n'en a plus entendu parler de ces sophistes, sauf, évidemment, ceux qui traduisaient ou étudiaient les dialogues de Platon. Ils ont été marginalisés. Et depuis quelque temps, depuis, on va dire, quelques dizaines d'années, on assiste à une volonté de réhabilitation des sophistes. C'est-à-dire de montrer quand même que ces gens n'étaient pas ce qu'on en a dit. Et là, je citerai quelques personnes qui sont contemporaines, même si certaines nous ont quittés il n'y a pas très longtemps. Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly, femme extraordinaire, helléniste, hors pair, amoureuse de la langue et des œuvres d'Alcibiade et de tous ces héros grecs, femme extraordinaire, qui avait sorti, l'Académie française, ce petit ouvrage, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès. Alors, si vous vous intéressez au sujet, je vous le recommande, parce que elle explique très bien qu'ils ont fait, on va y revenir, table rase de beaucoup de choses. Mais qu'une fois la table rase faite, ils ont récupéré un certain nombre de choses et ils ont donc reconstruit quelque chose. Et on sent dans l'œuvre de Jacqueline de Romilly une certaine tendresse et une certaine sympathie pour ces grands sophistes, notamment Protagoras, Gorgias et Hippias, qui quand même sortent du lot. Donc c'est intéressant pour voir aujourd'hui comment on les situe, ces sophistes. Donc, Jacqueline de Romilly. Il y a aussi Luc Brisson, un des grands autres spécialistes de Platon, qui a écrit sur les sophistes. Jean-François Prado, qui a sorti il y a quelques années toute une encyclopédie, une anthologie plutôt, avec tous les fragments et les commentaires sur les sophistes. C'est en 2 tomes, c'est un peu plus rébarbatif peut-être à lire que Jacqueline de Romilly, mais c'est intéressant parce que là on a, mon point de vue, un travail assez objectif sur le sujet.
Et puis on a la grande Barbara Cassin, dont on parle beaucoup aujourd'hui, Barbara Cassin, qui, elle, est une spécialiste de la sophistique. C'est la grande spécialiste occidentale de la sophistique. Elle a été élue il n'y a pas très longtemps à l'Académie française. Vous connaissez? Vous avez entendu parler? Barbara Cassin. Cassin, C-A-2-S-I-N. Barbara Cassin, grande figure de l'hellénisme français. Et elle vient de recevoir d'ailleurs une distinction exceptionnelle qui est la médaille d'or du CNRS. Et j'y reviendrai parce qu'elle écrit des choses extraordinaires. Alors elle défend à mort. Vraiment, là, c'est même pas de la bienveillance ou de la sympathie. Elle défend le point de vue des sophistes, de la sophistique, par rapport à la philosophie, notamment platonicienne ou aristotélicienne. Donc, c'est pour dire que c'est pas un sujet mineur. C'est pas un sujet mineur, c'est un sujet très important pour comprendre de quoi on parle quand on aborde tous ces sujets de la vérité, de la connaissance, du monde virtuel, du monde réel. Enfin, les grands thèmes philosophiques sont là. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y en a qui veulent, donc Mme Cassin, réhabiliter cette pensée sophistique. Alors, c'est une entreprise, comme vous l'avez compris, complexe à cause de la pauvreté des fragments qui nous sont arrivés. Voilà, bon, petite introduction sur ces sophistes qui vraiment méritent d'être étudiés. Venons-en maintenant à Protagoras. Vous connaissez sûrement la phrase de Protagoras. Elle est dans le dictionnaire. Elle est dans le dictionnaire. Génial. Et c'est quoi? L'homme est la mesure de toute chose. Voilà. Alors souvent qu'on réduit à l'homme est la mesure de toute chose. 7 mots. L'homme est la mesure de toute chose. 7 petits mots. C'est une belle phrase quand même. Ah, c'est une belle phrase. Et je ne vous dis pas toutes les interprétations qu'on peut en faire et qui en ont été faites. Alors, Protagoras d'Abdère, puisqu'il est natif d'Abdère, qui est une petite ville de Thrace, donc du nord, au nord de la Terre. Protagoras, selon Platon, il aurait vécu 70 ans et il serait né vers 490, vous voyez, 490, 420 avant Jésus-Christ. Donc, contemporain de Parménide, de Zénon, de Démocrite. On est dans cette période reculée après le fameux Moyen-Âge grec. Et il est sans doute le plus célèbre des sophistes, et de son vivant, il a été à l'origine de nombreuses histoires, probablement assez fantaisistes. Alors, une des informations dont nous sommes assurés, c'est qu'il est né à Abdère. Bon, important ou pas, je ne sais pas, mais... Et une version raconte que son père était l'un des citoyens les plus riches d'Abdère, si riche qu'il a accueilli le roi des Perses, Xerxès. Et que Xerxès, pour le remercier de son hospitalité, aurait permis à son fils, donc Protagoras, d'être initié ou d'être instruit par les mages persans, ces fameux mages qui étaient les savants, les grands savants de la Perse. Alors ça, on ne sait pas si c'est vrai, c'est probablement assez fantaisiste ou inventé, mais c'était pour
crée un lien entre Protagoras et les fameuses colonies ioniennes, qui étaient sous l'influence de la Perse. Et donc, là, ça nous rappelle les présocratiques, puisque les présocratiques sont presque tous originaires de la côte ionienne, de la côte turque aujourd'hui, Éphèse, Milet, etc. Donc, c'était probablement une anecdote pour créer un lien avec cette région de la Ionie. Et on sait aussi qu'il a entrepris toute une carrière d'enseignant à travers la Grèce et qu'il a acquis une immense renommée et une richesse considérable. Platon explique qu'il est le premier, c'est pour ça qu'on en parle souvent en premier, le premier à se déclarer explicitement sophiste. Il séjourne à plusieurs reprises à Athènes, à l'époque de Périclès, et il entretient une relation personnelle forte avec Périclès. Et on dit même qu'une mission leur a été confiée par Périclès pour rédiger la constitution d'une nouvelle colonie en Grande Grèce, donc en Italie. Donc, quelqu'un de puissant, d'important, qui est dans les arcanes du pouvoir d'Athènes avec le fameux Périclès. Alors, la fin de sa vie se serait passée de manière assez tumultueuse, puisqu'il va, selon certaines versions, avoir les mêmes problèmes que l'entourage proche de Périclès, comme la fameuse Aspasie ou Périclès lui-même. On dit que peut-être il aurait été condamné pour impiété, parce qu'il va avoir une autre phrase, parce qu'il n'y a pas qu'une phrase. Protagoras, il y en a deux, une sur les dieux. Donc, comme Socrate, plus tard, il aurait été condamné pour impiété, c'est-à-dire pour désobéissance aux dieux de la cité. Et certains disent que ses livres auraient été brûlés sur la place publique et qu'il serait mort ensuite lors d'un naufrage, quand il aurait fui la ville. Donc, la fin de sa vie est vraiment mouvementée. On ne sait pas s'il a été condamné ou si... Mais en tout cas, il a fui à un moment donné la vie. Platon, lui, ne raconte pas du tout cette histoire d'impiété et de fuite, donc ce qui permet d'être assez prudent. Alors, Protagoras se veut un spécialiste du logos, c'est-à-dire du langage. C'est pour ça qu'il se dit sophiste. Il s'intéresse à peu de disciplines, comme d'autres sophistes. C'est surtout la puissance du langage, la puissance du discours qui l'intéresse. Et c'est pour ça qu'il va dire, par exemple, qu'il y a sur toute chose toujours deux discours ou raisonnements qui s'opposent. Sur toute chose, il y a deux discours ou deux raisonnements qui s'opposent et dont l'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est pour ça que l'on peut défendre tour à tour un raisonnement ou l'autre, ou le contraire. Alors, on a donc la mémoire de deux de ses ouvrages, qui auraient été ses œuvres les plus importantes, en tout cas les plus discutées. Un qui s'appelle Sur la vérité, ou de la vérité, sur la vérité ou de la vérité, et l'autre sur ou des dieux. Et donc, chacun de ces ouvrages, sur la vérité ou sur les dieux, commence par une phrase. Et c'est cette phrase qu'on a encore aujourd'hui. Donc, la vérité commence par cette déclaration fracassante. La vérité commence par « L'homme
est la mesure de toute chose. 2 points, parce que ça continue quand même. Pour celles qui sont mesure de leur être, je vais vous la répéter, et pour celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être. Ça, c'est la phrase complète. En tout cas, une traduction de la phrase complète qui nous est parvenue. L'homme est la mesure de toute chose, pour celles qui sont, mesure de leur être, pour celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être. Voilà. Il y a une autre traduction, c'est peut-être le fragment le plus célèbre des sophistes grecs, celui de Protagoras. Une autre traduction, disons assez proche, l'homme est mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Bon, là, il n'y a pas l'expression être, non-être, mais bon, c'est très proche. Hein? Alors, comme ça, c'est une pierre dans le jardin de qui, ça? Pourquoi il dit ça, Protagoras? En fait, on ne sait pas exactement jusqu'où il voulait aller. C'est pour ça que toutes les interprétations sont possibles. Ça semble être quand même une pierre dans le jardin de son contemporain Parménide. Et oui, puisque dans le poème de Parménide, c'est un des grands présocratiques, dont va beaucoup s'inspirer Platon, Parménide dit dans son poème « L'être est, le non-être n'est pas ». Bon, c'est-à-dire, mais l'être est. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Parménide, ne se discute pas. Voilà. L'être est. Donc l'être est, c'est une essence. Et le non-être, on n'en parle pas, il n'est pas. C'est pour ça que la traduction avec être et non-être est intéressante, parce que là, on dit, bon, là vraiment, il attaque Parménide, où il veut défendre celui qui s'oppose à Parménide, qui est le fameux Héraclite, qui disait que de toute façon, tout bouge, tout change, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc, voilà. Donc il prendrait la défense d'Héraclite contre Parménide. Alors, comment peut-on comprendre cette phrase? L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Beaucoup d'interprétations, et encore aujourd'hui, sont faites de cette phrase parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où Protagoras voulait aller dans la provocation ou dans le fait simplement de pouvoir discuter avec Parménide, peut-être de quelque chose, Parménide qui n'était pas objet de discussion. On n'en sait rien. Donc on est obligé de faire des suppositions, des conjectures. Et il y a 2 manières assez différentes d'interpréter la phrase. De manière plutôt soft. Il a dit quand même quelque chose qui est assez évident, on va voir quoi. Ou de dire, là vraiment, c'était extrêmement radical, en voulant mettre à bas la position de Parménide. Et on comprend pourquoi Platon a tellement réagi, et il a écrit 2 ouvrages pour comprendre le positionnement de Protagoras quand même. Ça a occupé Platon, Aristote aussi, mais Platon, surtout Protagoras, il lui a consacré 2 ouvrages qui sont en fait des discussions, pas simplement sur cette phrase, aussi sur l'autre, sur les dieux. Donc c'est Protagoras qu'on avait étudié.
il y a longtemps, Protagoras, et le Théétète, qui est publié là, c'est intéressant, avec le Parménide, justement. Parménide qu'on avait étudié aussi, qui est un des dialogues les plus compliqués de Platon. Mais Théétète, plus facile. Donc, c'est-à-dire que le positionnement de Protagoras, il est quand même... il mérite d'être étudié, parce que si Platon s'en est tellement préoccupé, c'est qu'il y avait des choses à dire. Et aussi de se positionner par rapport à cela. Hein, donc ça nous amène à vraiment prendre au sérieux cette phrase de Protagoras, et peut-être de la prendre dans son interprétation la plus radicale. C'est-à-dire, en disant « l'homme est la mesure de toute chose », on met l'homme à la place de qui? De Dieu, de l'être, c'est-à-dire de la transcendance. Et c'est ça, moi, qui me semble être vraiment l'enjeu, au-delà de Protagoras, mais aussi de Gorgias, d'Hippias, et de tout ce qu'on a étudié sur eux depuis 2500 ans, c'est le problème, justement, de l'existence, ou pas, d'une transcendance, c'est-à-dire d'un plan transcendant, c'est-à-dire qui est au-dessus, qui dépasse l'homme. Et que si ce plan de transcendance, après qu'on l'appelle, parce qu'il y a plusieurs mots, hein, on peut l'appeler Dieu, mais on peut l'appeler aussi l'être, on peut l'appeler l'essence, on peut l'appeler le plan des archétypes, des idées, comme Platon. Si ce plan est nié, comme on peut l'interpréter avec la phrase de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, eh bien, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il devient démiurgique. Sa parole est source de pouvoir créateur. Et j'ai trouvé dans justement ce que dit Barbara Cassin quelque chose de très intéressant. Bon, je vous le dis déjà, ça va nous faire réfléchir pendant la pause. Parce que je crois que c'est le nœud de tous les affrontements depuis 2500 ans, en fait. Et pas simplement en Occident, mais partout, par rapport à la philosophie. On y reviendra, mais je vous le lis déjà parce que je trouve que c'est très bien dit. Et ça dit bien qu'on peut avoir vraiment deux positionnements très radicalement différents sur les sophistes. Donc, Barbara Cassin dit, je cite, « La sophistique, c'est-à-dire la discipline des sophistes, hein, elle est spécialisée à la sophistique, parce qu'il n'y a pas que les sophistes grecs, il va y en avoir aussi à Rome, mais de moins grande ampleur. La sophistique montre que l'être, avec une majuscule, hein, montre que l'être, qu'on prétend trouver par le dévoilement de la vérité, est celui qu'on fait exister en le disant. Je trouve ça magnifique. La sophistique montre que l'être qu'on prétend trouver par le dévoilement de la vérité est celui qu'on fait exister en le disant. L'être est un effet du dire. C'est bien dit, hein? L'être est un effet du dire. Voilà la critique sophistique de l'ontologie. Critique sophistique de l'ontologie. L'ontologie, c'est la science de l'être. Hein? Ontos, l'être en tant qu'être. C'est-à-dire de la métaphysique. Hein? L'être est un effet du dire. Donc, si on le dit, il est. Si on ne le dit pas, il n'est pas. Et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que c'est là, on a dit, le cœur du sujet que posent ces sophistes. On le verra, on va le développer, hein, mais c'est un refus
en tout cas c'est comme ça qu'on peut le comprendre, un refus de la transcendance. Et ce qui est très intéressant chez Jacqueline de Romilly, c'est qu'elle elle est parfaitement au fait de ça, mais il y a une phrase très très belle qu'elle dit, je vous la retrouverai à un moment donné, hormis le problème de l'ontologie, qui ne concerne pas l'homme de tous les jours, enfin, l'homme dans sa vie quotidienne, eh bien, les sophistes vont remettre en place un système politique, vertueux, éducatif, etc. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est le fait de dire, bon, l'ontologie, c'est-à-dire en fait la métaphysique, ça ne concerne pas l'homme dans sa vie quotidienne. Donc, mis à part ça, comme si c'était un détail. C'est bien vrai. Mais, moi, je ne pense pas que c'est un détail. C'est ça où, moi j'adore les sophistes, mais là, il y a quand même un truc d'achoppement. C'est-à-dire, le fait, justement, postuler un plan métaphysique ou pas, ça a des conséquences énormes, majeures, y compris sur notre vie de tous les jours. C'est pas simplement pour des philosophes qui n'ont rien à faire et qui se posent 10 000 questions parce qu'ils s'ennuient. C'est essentiel, de mon point de vue. Là, je dis que ce que je pense. C'est-à-dire, on ne peut pas balayer. Bon, à part l'ontologie, ils ont fait un travail remarquable. Oui, c'est des êtres remarquables, mais sur ce problème de la transcendance, il y a des conséquences énormes. Et ces conséquences, me semble-t-il, on les voit surtout en Occident depuis quelques siècles, où, oui, on est tous devenus sophistes. Et j'ai développé tout à l'heure par rapport à ce qui fait aussi la caractéristique des sophistes, c'est que pour eux, le monde de la technique, du progrès, quelque part, oui, de l'éducation, mais quand même un monde matériel. Et ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire, moi, je crois que l'ontologie, la métaphysique, est un sujet majeur pour notre vie de tous les jours. Et pas un surplus, que si on a le temps, on s'occupe de métaphysique. C'est majeur. Et c'est là, me semble-t-il, où il y a vraiment l'opposition, et je pense que c'est pour ça que Platon s'en est beaucoup occupé des positions de Protagoras, parce que lui voulait justement proposer une autre vision. Là, oui, il y avait le plan des essences, le plan des archétypes, le plan des idées, un plan métaphysique, mais qui pour lui était accessible par la dialectique, la fameuse dialectique. Donc, moi j'adore Jacqueline de Romilly, mais je ne la suis pas quand elle dit, mis à part l'ontologie, comme si c'était un problème mineur. Moi j'en ferais un problème majeur. Ce que fait Cassin. Comment ? Ce que fait Cassin. Ce que fait Cassin, elle adopte la vision des sophistes. Donc moi, je ne suis pas cassiniste non plus, ni romilliste, de ce point de vue, hein, vous comprenez bien. Parce que, et c'est comme la deuxième phrase de Protagoras, qu'on va voir maintenant, on va faire la petite pause, il dit, bon, sur les dieux, moi, je ne peux rien dire, ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas. Ça, c'est une révolution à Athènes dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que c'est presque un début d'agnosticisme. Alors quand on dit Nietzsche a dit Dieu est mort, bon, Protagoras l'avait déjà dit. Ça veut dire que les choses reviennent sous une autre manière, mais jamais quelqu'un à Athènes au 5e siècle avait osé dire que peut-être les dieux, on ne pouvait pas en dire grand-chose. Même Épicure, qui est traité aujourd'hui du pire des matérialistes, ce qui est, de mon point de vue, aussi un énorme contresens, mais bon, pour lui, les dieux, ils existaient. Bon,
ils étaient dans un autre plan, ils ne s'intéressaient pas beaucoup aux hommes, mais ils étaient là. Alors ça veut nous dire qu'il faut faire la pause. C'est la petite musique. Hein? Voilà, jolie musique. Oui, oui. Il faudra la remettre à midi. Je ne sais pas d'où elle vient, la musique. Hein? C'est monsieur. Hein? Voilà. On fait une petite pause. Ça va? Alors, je vais quand même vous lire, avant de continuer, la fameuse phrase de notre chère Jacqueline de Romilly, qui m'a fait un petit peu... C'est quand elle écrit, au début, la récupération des vertus. Là, donc, elle explique qu'ils ont fait table rase, et puis ensuite, ils ont reconstruit. Et elle dit, la reconstruction s'observe partout où était passé le souffle des analyses de destruction, sauf en ce qui concerne l'ontologie, qui touche peu à la vie des hommes. Tous les thèmes examinés par ces analyses trouvent donc ici comme une compensation. C'est-à-dire qu'elle va expliquer que la reconstruction va être une sorte d'œuvre par compensation. C'est-à-dire, on a fait table rase d'un certain nombre de choses, donc on va compenser. Ce qui est le mot, je trouve, assez juste. Mais non, ce qui m'avait amusé, c'était l'ontologie qui touche peu à la vie des hommes. Alors c'est vrai que tout le monde ne va pas s'interroger sur le Parménide de Platon, et c'est certain. Mais par contre, le fait que l'ontologie touche peu à la vie des hommes, ça se discute, comme dit l'autre. Alors, donc, la thèse, ce qu'on appelle la thèse, parce que c'est devenu une thèse, de l'homme mesure. Ça s'appelle comme ça, la thèse de l'homme mesure. L'homme est la mesure de toute chose. On peut le comprendre de différentes manières. On peut le comprendre, je disais tout à l'heure, de manière soft, c'est-à-dire de manière assez évidente, par le fait qu'il n'y a pas de vérité en dehors de l'opinion ou de la sensation propre à chacun. C'est-à-dire, chacun perçoit le monde à travers un filtre qui lui est propre, par son mental, par ses émotions, ses sensations, et ça, c'est quelque chose qui est assez évident, et que même Platon disait. Il n'était pas quand même à ce point sur l'ontologie, accroché aux idées. C'est-à-dire que nos appréciations, nos jugements sont subjectifs et relatifs, et ne valent que pour nous. Platon, dans le Protagoras, dit, oui, bien sûr, à toi qui es là, j'apparais assis, aux absents, non, si je le suis ou non, n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivité naturelle au fait que chacun voit le monde à travers ses lunettes, son filtre sensitif, émotionnel, mental, etc. Et donc ça, c'est une première interprétation assez évidente, qui n'est pas la provocation du siècle. L'homme est la mesure de toute chose, chacun perçoit. Alors, après, il y a eu beaucoup d'interprétations ou de questionnements sur qu'est-ce qu'il entend par homme. Est-ce qu'il s'agit d'un individu singulier ? Et donc là, effectivement, ça veut dire que pour appréhender le monde, il n'y a que des opinions qui sont fondées sur des sensations toutes personnelles, toutes singulières. C'est-à-dire que chaque être est une entité singulière. Donc c'est l'homme, vous, moi, l'homme singulier, l'individu singulier. Ou bien, est-ce qu'il s'agit de l'homme, peut-être avec une majuscule, parce que là aussi, le problème, y avait-il une majuscule ou pas, l'homme qui pourrait inclure une certaine, peut-être même transcendance dans cet homme.
Ça, c'est tout le problème de l'interprétation, comme ça, d'un fragment. On ne sait pas exactement jusqu'où il voulait aller. Hein. Donc, certains vont interpréter la phrase de manière beaucoup plus radicale, en disant, bon, Protagoras veut faire de la provocation, et il va inaugurer une vision révolutionnaire qui fait table rase de toute croyance en une vérité objective. C'est-à-dire, c'est ériger la subjectivité en détrônant une pseudo-objectivité qui est ce que Platon va essayer de défendre. Et donc, à ce moment-là, Protagoras passe pour le pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui le relativisme radical. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire sur rien parce que tout est relatif. Toute croyance est relative, toute conviction est relative. On peut dire le pour et le contre de tout. C'est un peu ce que disaient les sceptiques en disant suspends ton jugement parce que les choses ne sont pas aussi évidentes. Et donc, certains disent, oui, Protagoras, ce n'est pas simplement qu'il attaque Parménide et qu'il défend Héraclite, il va même beaucoup plus loin qu'Héraclite en défendant le relativisme radical. Et donc, la recherche de la vérité ou d'une vérité est un leurre, que la vérité elle-même est aussi un leurre. Donc, vous voyez, et entre les deux, il y a toute la panoplie des interprétations médianes. L'homme est la mesure de toute chose. Bon, simplement on introduit un peu de subjectivité, où on érige cette subjectivité en fondement même de la perception et de la connaissance. Ce que vont faire, mais beaucoup plus tard, un peu les phénoménologues, en disant, partons du monde sensible, des sensations, des phénomènes, parce que c'est là où tout se joue. Et vous voyez qu'au fil des 2500 ans d'histoire de la philosophie occidentale, c'est toujours cette même problématique. Noumène, phénomène. C'est-à-dire, au-delà des phénomènes, de ce qui apparaît, y a-t-il des noumènes, nous? C'est-à-dire, y a-t-il une dimension autre ou pas? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu avec Aristote, qui lui, au départ, voulait aussi contrecarrer Platon en disant tout ce monde de nous, des idées, tout ça c'est poétique, mais ça n'a pas de réalité. En fait, à l'intérieur du monde sensible, il va recréer cette transcendance, et d'une transcendance encore plus transcendante que celle de Platon, puisque son Dieu, le moteur immobile, est totalement inaccessible. C'est une abstraction métaphysique superbe, mais extrêmement abstraite. Alors que dans la vision platonicienne, on va dire socratique, ce monde des idées ou des essences, il est accessible grâce à la dialectique. C'est-à-dire que le fait d'avoir des visions contradictoires ou opposées dans le dialogue est un outil pour un cheminement ascensionnel. Vous vous rappelez le paradigme de la ligne chez Platon, le mythe de la caverne. On sort du monde des opinions, on sort du monde des sensations, on sort du monde de la subjectivité pour toucher pas l'objectivité radicale, pure et dure, mais un peu moins de fausseté, un peu moins de vision erronée, un peu plus de sagesse, un peu plus de recul, un peu plus de détachement. C'est logique. Je ne sais pas si c'est logique, en tout cas, voilà, c'est ça encore aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que je vous ai lu la phrase de Barbara Cassin, parce qu'elle est magnifique. L'être est en se disant. Donc, et si c'est l'homme qui le dit, quelque part, il remplace la parole démiurgique. L'homme soit se prend pour Dieu,
soit l'homme nie Dieu, mais il se met quand même au centre de l'univers. L'homme est la mesure de toute chose. Ce qui va donner aussi tout ce thème d'humanisme. Ce sont des grands humanistes, mais voilà, c'est pas le problème d'être humaniste ou pas, c'est comment voit-on l'homme? Bon, on y reviendra parce qu'avec Gorgias, Hippias, bien entendu, ils vont remettre le sujet. Alors, deuxième phrase. Donc, vous voyez, c'est deuxième phrase de Protagoras, qui est là, débute son ouvrage sur les dieux. Alors, la phrase. La phrase elle-même, que je vous la dise exactement. Sur les dieux, commence par cette phrase. Quant aux dieux, je ne suis en mesure de savoir ni s'ils sont, ni s'ils ne sont pas, ni non plus quel aspect ils peuvent avoir. Trop de choses nous empêchent en effet de le savoir, l'obscurité du propos et la brièveté de la vie humaine. Alors ça c'est rigolo, c'est un peu une pirouette, comme si en vivant plus longtemps on pourrait trouver le mystère de Dieu, c'est amusant. Quant aux dieux, je ne suis en mesure de savoir ni s'ils sont ni s'ils ne sont pas, ni non plus quel aspect ils peuvent avoir. Trop de choses nous empêchent en effet de le savoir, le propos et la brièveté de la vie humaine. Alors là aussi, ce que certains voient comme la graine de l'agnosticisme, ce qui, c'est vrai, est passible de mort, puisque à Socrate, on lui a reproché quoi? De corrompre la jeunesse, mais surtout une conduite d'impiété, parce qu'il ne reconnaissait pas les dieux de la cité. Le monde grec de l'époque est extrêmement religieux. Et donc, remettre en cause l'existence même des dieux, c'est le pire de l'impiété. Socrate, il disait, bon, moi j'ai mon daimon, alors qu'en fait, c'était un être aussi très, très, très pieux. Mais il n'a jamais remis en cause, ni Socrate, ni évidemment Platon, ni Aristote, n'ont remis en cause l'existence de Dieu. Je disais même Épicure, même Démocrite. Ça fait partie de l'ADN grec. Donc quelqu'un qui dit « Oh, vous savez, sur les dieux, on ne vit pas assez longtemps pour savoir qui ils sont. » C'est pour ça que l'accusation d'impiété et de fuite a peut-être sa raison d'être. Ça va? Donc là, c'est vraiment... on voit un choix. Vraiment un choix, ontologique, sur l'existence, pas simplement des dieux, mais d'un plan, j'insiste, disons, transcendant. Alors, il y a une troisième chose que je voudrais vous expliquer. Donc, il y a les deux phrases de Protagoras, la vision de l'homme mesure et puis les dieux, mais il y a un troisième élément que je trouve très intéressant, ce qu'on appelle parfois le mythe de Protagoras. Le mythe de Protagoras, on le trouve dans l'œuvre de Platon, qui s'appelle Protagoras. C'est en fait une relecture ou un Protagoras et d'Épiméthée. C'est la création, des espèces. Des espèces. Vous vous rappelez l'histoire? Il y a deux frères. Qui veut dire celui qui pense après. Qui fait et qui pense après. Et Zeus a donné à Épiméthée la mission de doter les différentes espèces animales de différentes vertus, d'habits, etc.
Et donc Épiméthée se met à la tâche de manière apparemment très harmonieuse. Donc il va faire que certains animaux vont vite, d'autres moins vite, d'autres auront de la laine, d'autres des poils. Enfin bon, il fait ça très très bien. Et il distribue tout ce qu'on lui a donné donc aux espèces animales. Tout le monde est bien doté, sauf que quand Prométhée arrive, il dit c'est super ce que tu as fait, mais tu as oublié un détail, l'homme. Qu'est-ce que tu vas donner à l'homme? Et Épiméthée dit ah ben j'ai tout distribué, il ne reste plus rien pour l'homme. Super. Donc c'est ce qui, avec la complicité d'Athéna, d'Héphaïstos, d'aller sur l'Olympe et de voler le feu. Pour qu'au moins les hommes aient le feu. Alors là aussi, plusieurs interprétations possibles du feu. Le feu pour faire cuire sa nourriture, le feu mental. Bon, Prométhée sera puni pour ça, hein, vous savez. Et puis délivré par Héraclès. Bon. Le mythe, semble-t-il, s'arrêtait là. Hein, la condamnation de Prométhée et puis sa libération. Protagoras aurait prolongé le mythe. Il aurait continué l'histoire. Et c'est ce qu'on trouve dans l'œuvre de Platon. Alors, il explique, dans ce que raconte Platon, que, bon, l'homme a le feu, grâce à son frère, Épiméthée, mais le mal est encore impossible. Là, on voit la préoccupation politique qu'aurait eu aussi Protagoras. La vie sociale est encore impossible car il manque aux hommes la seule vertu qui la rend viable, cette vie sociale, c'est le sens politique. Que Prométhée, dans sa précipitation, n'a pas eu le temps d'arracher à Zeus. Donc ce que semble dire Protagoras, c'est que d'avoir volé le feu, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'il manque à l'homme le sens politique. Et pour Protagoras, ce manque est crucial pour la survie de l'humanité. Alors, face au risque d'une extinction de l'espèce, puisque un homme, une humanité qui n'a pas de sens politique, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est de toute façon l'extinction de l'espèce, Zeus, donc c'est le surplus, hein, la suite du mythe de Protagoras, Zeus aurait prié Hermès d'offrir aux hommes et d'offrir à tous les hommes, ça c'est très important, à tous les hommes sans distinction, deux bienfaits supplémentaires. Et ces deux bienfaits supplémentaires, c'est celui qui s'appelle Aidos, A-I-D-O-S, Aidos, qui est traduit par pudeur, le sens de l'honneur, le respect des interdits, ce qu'on appelle aussi la vergogne. Vous savez, dans l'expression courante, on dit souvent sans vergogne. Hein, c'est en général sans vergogne. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce que c'est que la vergogne. Voilà, c'est oui, la honte, on peut le dire, le respect des limites, hein, le sens de l'honneur, enfin la pudeur, il y a plusieurs traductions possibles, la vergogne. Aidos. Ça, c'est la première vertu qu'Hermès va donner à tout homme, mandé par Zeus. Et la deuxième, c'est Dike, D-I-K-E, qui est la justice. C'est la justice et qui est à l'origine de la loi. La compréhension, la connaissance des lois. D-I-K-E. Enfin, écrit comme ça. Aidos et Dike. Et donc,
ces deux vertus vont être le fondement de l'harmonie sociale, de la vie sociale. Tous les hommes y auront droit, alors ça c'est, j'insiste lourdement, tous les hommes y auront droit, et qui ne les pratique pas sera fléau de la cité et exécuté à ce titre. Ça c'est la loi impitoyable de Zeus. Il prie Hermès de donner ces deux vertus, ces deux bienfaits à tout homme, simplement l'homme devra vraiment les pratiquer, sinon ils seront sanctionnés, voire mis au banc de la cité ou exécutés. Donc chacun devient responsable de l'entretien et du vécu de ces deux vertus. Alors, là aussi, ça a fait beaucoup gloser. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir rajouté quelque chose au mythe initial pour rajouter ce côté politique? Ça veut dire, disent certains, que le sens politique est également réparti. Chacun en a une part. C'est-à-dire que chacun a le minimum qu'il faut pour briguer une charge publique. Pour être citoyen, pour vivre en tant que citoyen, mais aussi pour avoir une responsabilité collective, politique dans la cité. Que tout le monde n'est pas forcément qualifié, mais que chacun a la dotation qu'il faut. Et donc, évidemment, l'interprétation qui coule de ça, c'est que Protagoras est un fervent défenseur de la démocratie athénienne. Hein, ou par un système de tirage au sort, on peut être juré, hein, comme ce qui s'est passé dans le procès de Socrate. Tout le monde a un sens politique minimum. Alors il dit bien, et pour lui c'est apparemment pas une contradiction, qu'il faut quand même une éducation politique. C'est-à-dire que ce don ne suffit pas, qu'il va falloir que la cité éduque. Ça, ce qui est le grand thème platonicien. Mais que, même si tout le monde n'est pas qualifié au même niveau, chacun a la qualification quand même minimale. Donc, ça, c'est intéressant parce que dans la façon dont Protagoras raconte ce mythe, le don de Prométhée, le don du feu est tout à fait minoré, enfin, voilà, considéré pas comme secondaire, mais comme mineur, par rapport au fait des deux vertus politiques qui sont apportées aux hommes grâce à Zeus et Hermès. Donc, la politique, bien sûr, ça peut s'apprendre, ça s'éduque, mais il y a deux points essentiels pour Protagoras, celui de la participation et de la compétence. C'est-à-dire que tout le monde peut participer de la vie politique, tout le monde a la compétence minimale pour le faire. Intéressant, hein? On est en pleine actualité. C'est drôle, hein? Tous les hommes ont une prédisposition politique qui est un fondement et une condition de la vie humaine. Donc, la participation à la vie politique doit être concédée à tous afin que chacun puisse réaliser pleinement ses potentialités. Et donc, on peut extrapoler en disant que Protagoras est le penseur, le premier penseur de la démocratie, avec tous les bémols qu'on va mettre à la notion de démocratie athénienne, parce qu'elle excluait quand même beaucoup de monde. C'est une démocratie restreinte, mais directe.
mais directe. C'est-à-dire c'était les gens eux-mêmes qui allaient siéger dans les assemblées, dans les tribunaux. Il n'y avait pas de représentants comme nous avons aujourd'hui. Donc démocratie directe, mais restreinte. Hein? Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui, évidemment, la démocratie. Mais cette histoire du mythe, je trouve intéressant, parce que ça veut dire que chacun est doté, même sans éducation, de ce qui lui permet de jouer un rôle dans la cité et que la cité soit harmonieuse et juste. Mais il n'y a pas des pièges des fois? Oui, alors c'est ce à quoi évidemment Platon va répondre en disant bon, ok, mais sans éducation, le potentiel politique de l'homme ne se développe pas. C'est pour ça que lui va insister dans la République, notamment et dans les lois, sur les deux piliers, qui pour lui sont les deux piliers de la cité, qui sont la justice et l'éducation. Donc pour une cité juste, il faut des hommes justes, et la justice dans l'homme, ça s'apprend. C'est pas donné. Parce que c'est une harmonisation de plein de choses à l'intérieur de l'homme qui demande beaucoup de dédicace et beaucoup d'années. Et l'éducation est là pour faire surgir le potentiel de chacun, certes, mais pas forcément non plus avec tous. Voilà, on dira, oh, mais c'est élitiste. Non. Le système platonicien, c'est ce qu'il appelait l'aristocratie, c'est le régime des meilleurs. C'est pas l'oligarchie, c'est ceux qui sont les plus riches, qui détiennent le pouvoir, les richesses. Mais c'est pas non plus la démocratie, le pouvoir du peuple. C'est ceux qui ont cette vocation de pouvoir s'occuper du bien commun, en étant heureux. De donner priorité, c'est ça le régime des meilleurs, l'aristocratie platonicienne. C'est pas une aristocratie héréditaire ou de possession. C'est le fait de pouvoir s'occuper avec bonheur d'autre chose que de soi-même ou de sa famille, de s'occuper du bien commun et de toujours placer le bien commun au-dessus des biens particuliers. C'était ça l'objectif platonicien. Et la République est un ouvrage éducatif à destination de ces gens-là. Pas de tout le monde. Là, il y a eu beaucoup de contresens aussi fait sur l'interprétation de la République. Parce qu'il y a des principes éducatifs qui peuvent sembler très, très, très exigeants, très, très durs. Ça s'adresse à ceux qui veulent se dédier au bien commun. Et ce n'est pas un problème pour Platon si tout le monde ne se dédie pas au bien commun. Il faut aussi s'occuper de soi, il faut aussi s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de son environnement sans forcément placer la défense du bien commun au-dessus de tout. Ce qu'il appelle, Platon, les gardiens de la cité. Ceux qui ont un rôle collectif, de se dédier à la collectivité. Et le fait de se dédier à la collectivité n'exclut pas le fait qu'ils se dédient à leurs propres affaires. Mais il y a un plus. Et là, on voit bien la différence de vision entre ce qu'aurait écrit Protagoras sur tout le monde peut être un responsable politique, question d'être un peu éduqué, mais tout le monde a la compétence et peut participer, et la vision un peu plus, on va dire, prudente et de Platon qui dit, bon, il faut l'éducation, parce que la nature des individus n'est pas la même. Bon, donc ça c'est intéressant par rapport à la politique qui semble être un sujet important pour Protagoras, le sujet de la parole
du verbe, enfin, du logos, hein, en tant que parole et persuasion, et la rhétorique, l'éloquence et l'importance de ce savoir-parler dans la vie politique et dans la responsabilité politique. C'est très intéressant parce qu'on se posait la question il y a 1 an et demi par rapport aux députés de la République en marche, en disant bon, ben, ces gens qui n'ont jamais fait de politique, la fameuse société civile, pourront-ils? C'est la grande question. Ou faut-il un personnel politique, professionnel? C'est pas évident. Et aujourd'hui, je trouve que ce qu'on vit est très intéressant à l'aune de cette réflexion. Vous voyez, ces gens quand même ont réfléchi de grandes questions et voilà, nous sommes pas sortis du sujet. Hein, ou même si nous avons des écoles qui forment les hauts fonctionnaires de l'État, bon, est-ce que c'est bien adapté? Voilà. Justement, est-ce qu'il répond à la question, c'est quoi l'éducation en l'occurrence qui va être fournie aux gens qui vont se dévouer au bien commun? Ça, il reprend l'idée d'une éducation qui est là pour développer un potentiel. C'est-à-dire, et du carré, c'est faire sortir. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un potentiel chez l'individu et on va lui donner, là, un certain nombre de connaissances, mais aussi de formation, puisque là, je ne vais pas trop développer, parce que là, c'est plutôt la vision platonicienne. Il fait un lien entre l'harmonie de la cité, l'harmonie sociale, avec l'harmonie intérieure de chaque individu. C'est-à-dire que pour s'occuper du bien commun, il faut déjà en soi harmoniser nous, psyché, soma, c'est-à-dire les 3 composants de l'être humain. Et que c'est avec des êtres justes, c'est-à-dire harmonisés, qu'on pourra composer une cité juste. Pas de cité juste sans des êtres justes. Comment on fait un être juste? C'est le travail de toute une vie. Mais à partir, disons, d'un potentiel, ou on pourrait dire d'une vocation, d'une vocation qu'on sent, ou que l'individu sent, de s'occuper du bien public, enfin, du bien commun, plus que public. Vous voyez? Alors, est-ce que je conclue ou est-ce que je garde la conclusion pour la semaine prochaine? Il faut conclure, hein? Bon. Les conclusions, on verra. Je vous lance deux choses. C'est pour Protagoras, mais on le reverra aussi avec les autres. Il y a 2 thèmes majeurs dans la pensée des sophistes qui me semblent importants. Le premier point, c'est une valorisation de la technique. Bon, ça peut sembler différent de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais ce qui est très intéressant, ça on le développera la semaine prochaine, c'est que, faisant table rase de la notion de vérité, ils vont en quelque sorte remplacer la vérité par la notion d'utilité. Faut-il dire le vrai? Non, il n'y a pas de vrai. Il faut dire ce qui est utile. Alors, ça, c'est énorme. Pas de vérité, mais utilité, oui. Et de quelle utilité parle-t-on? D'une utilité concrète. Vous savez, c'est quand on dit, bon, il ne faut pas trop compliquer les gens avec l'ontologie, avec la philosophie, tout ça. Leur dire, nous amuser à la télévision avec ce qui leur est utile, c'est-à-dire du divertissement. Parce que le divertissement, quand même, avec la vie rude qu'on a, il faut bien quand même se distraire. Donc, je caricature un tout petit peu. Donc,
vérité, il n'y a pas de vérité, hein, on fait table rase de la vérité, on remplace par l'utilité. Et c'est là l'ouverture à tout ce monde d'utilitarisme, d'une efficacité à rechercher à court terme, qui va fonder l'idéologie du progrès, qui va se développer à partir du 17e, 18e, et dont aujourd'hui on voit les extrêmes conséquences. Donc c'est pour ça que une valorisation de la technique, mais aussi de la technique, c'est-à-dire de l'efficacité de la parole, des activités humaines, etc. Il faut que ce soit utile, efficace, un certain pragmatisme. Et c'est pour ça que dans cette vision, on n'a pas forcément besoin d'une transcendance. Enfin, en tout cas, on met l'accent là-dessus. Donc, domestication de la nature, libération par la technique sont les nouveaux moteurs d'une histoire dont beaucoup de penseurs vont s'emparer. C'est pour ça que Prométhée, quand on dit prométhéen, c'est une tâche prométhéenne, c'est un idéal prométhéen. On ne voit pas tellement le vol du feu dans le sens du feu mental, hein, du feu de l'intelligence, mais le feu domestique, la forge, la sidérurgie, vous voyez, comment on voit le feu dans ce qui peut nous être utile, à court terme, concrètement, dans une vision qui est quand même assez matérielle. Pour l'homme. Pour l'homme. Oui, mais de quoi l'homme a-t-il besoin? Bien sûr, de feu pour faire cuire... Mais n'a-t-il pas besoin d'un autre feu? Question. Alors, donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une récupération, enfin, disons, on va, à partir du 18e, du personnage de Prométhée, qui est celui qui va nous donner le bonheur. Parce qu'il a apporté le feu utile. Donc ça c'est, on peut dire, une des caractéristiques aussi de la sophistique. Et le deuxième, c'est, enfin, entre autres, hein, c'est la valorisation de l'homme citoyen, hein, fondement de la démocratie. C'est-à-dire que là, ça fait évidemment éclater la notion de démocratie à l'athénienne. C'est-à-dire, tout le monde doit et peut avoir accès à la responsabilité politique. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour les sophistes, il y a besoin d'une science, d'un savoir, d'une technique et quelque part donc d'une efficacité, d'une utilité concrète immédiate, et dans le sens où, comme ils faisaient payer aussi leur enseignement, tout peut s'acheter. Car cette technique, elle s'achète. Donc, valorisation de la technique. Valorisation de la technique. Et ensuite, et l'autre? Et de l'utilité. Et après, vous savez qu'il y a un certain nombre de philosophes empiristes qui vont développer la notion d'utilitarisme. C'est une notion philosophique aussi, hein. L'utilitarisme, philosophe utilitariste. Bon, on peut dire quelque part que les sophistes sont aussi les ancêtres de ces philosophes utilitaristes. Où là, vous voyez, ça va de pair, me semble-t-il. Parce que la transcendance, si c'est un surplus dont on peut se passer, bon, ben c'est la source de la gratuité, mais d'une gratuité qui n'a plus lieu d'être. Tout doit s'acheter, se vendre. Un monde marchand. C'est pour ça que ça va être la base aussi de l'idéologie dont on vit encore aujourd'hui les conséquences. Un monde exclusivement marchand. Il faut que ce soit utile. C'est tout le problème de l'éducation. Et pourquoi transmettre des savoirs qui ne vont pas être utiles immédiatement? Pourquoi ne pas créer des passerelles entre l'école et les entreprises?
pour qu'enfin l'éducation soit utile. Oui, mais utile pour quoi? Pour qui? Pour le patron? Ça pose les grandes questions de la finalité des activités humaines. Est-ce qu'on peut dire que c'est le monde de l'avoir plutôt que le monde de l'être? C'est un peu raccourci, hein, parce que ça c'est un peu binaire. Parce que j'insiste, ces sophistes, hein, Protagoras, Gorgias, tous ceux qu'on connaît, c'était des grands, c'était vraiment des penseurs. Donc eux, ils n'étaient pas dans cette vision, je pense, binaire. Après, le problème, c'est la suite. Leurs élèves, qui eux, oui, ont peut-être été plus dans la caricature et et le binaire. Et ça a provoqué, disons, toutes les conséquences. Ça va? Bon, on reviendra, hein, parce que là, c'est Protagoras, mais... Où est-ce qu'on peut placer le mot aristocratie? Comment? Où est-ce qu'on peut placer le mot aristocratie dans cette société? Quelle société? Celle de Protagoras. C'est pas la forme. Il n'y a pas d'aristocratie. C'est pas d'aristocratie. Dans la République, il explique comment les systèmes de gouvernement s'enchaînent les uns aux autres. Et il explique que le premier des régimes, il s'inspire de cela des fameux 7 sages, les 7 ancêtres de la ville d'Athènes, les 7 sages, là oui, les sophoi, avaient mis en place un système aristocratique, c'est ce qu'il appelle le régime des meilleurs. Qu'ensuite, cette aristocratie va se dégrader et va devenir la timocratie, c'est-à-dire la recherche des honneurs. Les honneurs, la timocratie. On recherche les honneurs, les décorations. Là, oui, on est dans des choses qui ne dépendent pas de soi, mais qui dépendent de comment on est. Qu'ensuite, cette timocratie va se dégrader encore et va devenir l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir détenu par un petit nombre de riches, de personnes riches qui détiennent des biens. Oligarques. Oligarchie, ça existe encore aujourd'hui. Oligarchie. Donc c'est là où commence la toute-puissance des biens matériels, des possessions. Ensuite, ça va devenir, je vais vite, hein, ça va s'enchaîner avec la démocratie, puisque cette oligarchie fait des envieux. Pourquoi lui est riche et moi je suis pauvre? Donc il va y avoir une révolte du peuple qui va vouloir destituer les oligarques et que le pouvoir soit au peuple. Démocratie. Et ensuite, cette démocratie va fonctionner tant bien que mal et ça va finir par développer la tyrannie. C'est-à-dire que le peuple étant finalement détruit par les guerres intestines et le fait que finalement c'est pas mieux que l'oligarchie, et finalement va ne demander qu'une seule chose, un homme fort, un bon tyran qui remettra de l'ordre. Et il dit voilà, ça s'enchaîne comme ça avec une altération progressive et de plus en plus forte de l'âme humaine qui finalement au niveau de la tyrannie est dans un état de servilité. De désengagement et de servilité. Tout sauf le tyran, et donc un état presque d'esclavage vis-à-vis du sauveur, du tyran sauveur. Donc il explique comment l'éducation et l'âme humaine se dégradent pour arriver à cette tyrannie qui finalement finira par disparaître aussi, et remettre en place un système aristocratique, etc. Donc, le terme aristocratie n'a rien à voir avec ce que
au Moyen-Âge, on en est les aristocrates. On les pendra, on les aura. C'est pas ça. C'est plus lié à des qualités intérieures, puisque lui fait le lien entre l'harmonie sociale, l'harmonie de la cité, et l'harmonie à l'intérieur de la psyché humaine. D'où, évidemment, l'importance de l'éducation. Bon, voilà, très, très rapidement, ce qu'il explique, entre autres, dans la République. Et c'est intéressant, parce que aujourd'hui, nous avons un peu de tout. Nous avons des oligarchies, nous avons un système de représentation du peuple, donc démocratique. Nous avons aussi de la timocratie. Nous avons de la tyrannie. Et c'est normal. Et c'est normal, je ne sais pas si c'est normal, en tout cas, il y a la panoplie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, comme on dit, que, bon, ben, on a toujours les régimes qu'on mérite, entre guillemets, se poser des questions sur quelle est notre responsabilité enfin, de citoyen par rapport au régime que l'on a. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et en France, on a l'énarchie. On a L'énarchie. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, les énarques. Oui, alors ce qui est très intéressant par rapport aux sophistes, c'est effectivement tout ce monde de la parole, de la persuasion, de la manipulation, hein, des opinions, des esprits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le monde virtuel, les fake news, les réseaux sociaux, enfin, on est en plein de ce que Platon appelait, lui, la caverne. Et, bon, on est les prisonniers de la caverne, et qui a intérêt, à nous maintenir dans la caverne? Enfin, je pense, sans être contre Internet, contre les technologies de pointe, parce que, bon, on ne peut pas. Il y a quand même un certain nombre de questions à se poser sur l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux, donc de ces opinions qui sont transmises et grossies sans qu'il y ait aucune réflexion, que ce soit vraiment que de l'émotionnel. Donc on monte des gens au pinacle, le lendemain on les tue, et l'information. L'information en continu, le fait divers érigé en grande... on est en plein. C'est Jean-François Mattei, hein, qu'on aimait bien, qui avait un de ses derniers livres, c'était sur justement la caverne de Platon revisitée avec nos mondes virtuels aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la caverne de Platon, ça peut être une salle de jeux vidéo, une salle de cinéma, où on nous montre que des simulacres. Comment il s'appelait ce livre de Jean-François? Jean-François Mattei. Oui, mais son livre. Marie-Christine, tu te rappelles Il faut chercher sur Internet. Sur Google.